Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Cénacle du Savoir. J'ai l'honneur de modérer cette séance ce soir. Je suis docteur François de l'hôpital des spécialités à Rabat. Je suis résident en deuxième année neurochirurgie. Point n'est besoin de le rappeler, la SAFNA est engagée dans l'émergence de la neurochirurgie en Afrique subsaharienne en général pour le bien de nos populations. Et cet engagement passe par les activités de recherche scientifique, des discussions et d'échanges d'expériences sur des thèmes bien choisis de façon hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons donc l'insigne honneur de recevoir le docteur William Bamba, qui est résident en neurochirurgie en cinquième année à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pendant 15 minutes, il va nous parler du traumatisme crânio-encéphalique, donc des particularités chez l'enfant. Ensuite suivra la séance de discussion et de partage d'expériences sur la thématique. Sans tarder, nous allons accorder la parole au docteur Williams pour la présentation. Merci. Écoutez, merci à tout le monde, hein. C'est toujours un réel plaisir d'avoir à faire une communication auprès de la SAFNA et surtout que je pense qu'il va être la dernière de l'année 2024. Donc, d'abord, avant de commencer, j'aimerais adresser mes vœux les meilleurs à tout le monde pour cette nouvelle année qui commence. Alors, on m'a demandé de parler des particularités des traumatismes crânio-encéphaliques chez l'enfant. Donc, nous avons essayé de faire quelques petites revues de la littérature, voilà, pour que chacun d'entre nous puisse apprendre quelque chose et aussi partager des expériences. Et donc, pour ce faire, nous allons adapter le plan suivant. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous voyons votre écran. Est-ce que, est-ce que vous voyez que ça défile? Non, ça ne défile Bon, pas. d'accord. Laissez-moi un instant. Voilà. Dans lequel nous allons parler, nous allons discuter un peu, faire des rappels sur la généralité, qu'est-ce qu'on sait sur les traumatismes crânio-encéphaliques en général. Ensuite, nous parlerons un peu de l'épidémiologie, quelques rappels anatomiques pour redéfinir encore les particularités de l'os chez l'enfant et des structures encéphaliques. Une étude clinique dans laquelle nous prendrons un type de description en fonction de ce que nous avons jugé étant pertinent. Parler également de certaines formes cliniques. Au niveau de l'évolution, nous parlerons des évolutions qui peuvent être favorables dans la plupart des cas ou avoir des complications et des bilans neurocognitifs chez ces enfants-là. Également, dans le traitement, nous allons discuter un peu des modalités de traitement thérapeutique médical et chirurgical. Et une conclusion viendra clôturer le travail. Alors, quelques objectifs qui peuvent être intéressants à retenir en fin de cette présentation, c'est de reconnaître les différents mécanismes lésionnels chez les traumatismes crânio-encéphaliques chez l'enfant, de connaître les approches thérapeutiques au cours des traumatismes crânio-encéphaliques chez l'enfant et de pouvoir citer quelques complications. Alors, en introduction, nous disons que nous appelons traumatisme crânio-encéphalique tout sujet ou toute personne qui, à la suite d'une agression mécanique directe ou indirecte sur le crâne et son contenu, présente immédiatement ou ultérieurement des signes de trouble de la conscience qui peuvent traduire une souffrance encéphalique diffuse ou localisée allant de l'obnubilation au coma. Et en règle générale, il en existe plusieurs stades. Il y a le traumatisme crânio-encéphalique dit léger avec un score de Glasgow qui est supérieur ou égal à 13 et le traumatisme crânio-encéphalique dit sévère dont le score de Glasgow est inférieur ou égal à 8. Plusieurs classifications existent. Donc, nous avons gardé celle utilisée dans le pediatric trauma afin de pouvoir donner une définition. Alors, donc, nous appellerons euh, traumatisme, on va dire que les traumatismes crânio-encéphaliques sont les plus fréquents chez l'enfant et qui représentent environ la première cause de mortalité en termes de traumatisme dans les pays développés. Et ils sont responsables d'une invalidité et des causes de décès chez l'enfant. J'arrive pas à défiler. Qu'est-ce qui se passe?
ça défile pas. Est-ce que vous voyez que l'écran défile, s'il vous plaît? Non, non, il ne défile D'accord, pas. mais c'est Il encore est bloqué. sur ouais, l'intérêt du sujet. Hmm. Encore bloqué. Alors, je vais d'abord reprendre. D'accord. Là, c'est bon, ça défile, hein? Oui, c'est bon. D'accord. Ok, très Hmm. bien. Donc, en Afrique subsaharienne, la fréquence est autour de 9,2% à 11,7%. Dans la Syrie ivoirienne, on retrouvait 12,33% de tous les traumatismes crânio-encéphaliques dans la population pédiatrique. Et avec une nette prédominance masculine et avec un sexe ratio à 5 sur 1, donc 5 enfants de sexe masculin pour un enfant de sexe féminin. Alors, il faut dire que le traumatisme crânien léger, comme on l'a vu tout à l'heure, est défini par un trauma crânien avec un score de Glasgow supérieur ou égal à 13 et représente environ 95% des traumas crâniens chez l'enfant. Donc, dans la plupart des cas, on retrouve des traumatismes crâniens légers. Et parmi les traumatismes crâniens légers, moins de 10% des enfants vont présenter une lésion intracrânienne et 16% nécessiteront, parmi ces 10%-là, nécessiteront une intervention neurochirurgicale. Donc, ça veut dire que c'est une entité importante, c'est vrai, mais pour lesquelles les interventions neurochirurgicales restent encore relativement limitées. Sur 100%, nous sommes autour de 16% d'enfants traumatisés crâniens qui auront à subir une intervention chirurgicale. Quelques rappels anatomiques. L'os de l'enfant étant en perpétuel remodélage. Chez l'enfant, nous avons les sutures qui sont encore en train de se former. Donc, l'os, il est relativement spongieux et en croissance. Donc, la particularité qu'il a, il a une capacité de pouvoir se déformer. Et il faut savoir que les lésions les plus fréquemment retrouvées que nous allons voir un peu plus tard sont en fonction du site du traumatisme ou du siège du traumatisme. Donc, il faut savoir que chez l'enfant, les sutures ne sont pas très accolées, notamment les points de faiblesse tels que la zone décollable de Gérard Marchand. Ensuite, au niveau temporal, où la durée n'est pas très adhérente à l'os comme chez le vieillard, qui peut être responsable du fait que on a beaucoup plus d'hématomes sous-extraduraux chez les enfants et chez l'adulte et rarement chez le vieillard. Aussi, comme on l'a dit, les traumatismes crânio-encéphaliques chez l'enfant auront une particularité en fonction de leur siège. Que ce soit un traumatisme qui peut intéresser la fosse cérébrale postérieure avec une symptomatologie bien précise, qui peut être différent d'un traumatisme qui va concerner l'état antérieur ou le lobe frontal, un traumatisme qui sera directement en regard du sinus avec des risques de thrombose. Parlons de l'étude clinique. Les mécanismes de lésion cérébrale, en général chez l'enfant âgé de moins de 2 ans, sont retrouvés essentiellement dans le shaken baby syndrome, c'est le syndrome de l'enfant secoué, au début du traumatisme. Hein, et parmi les autres causes, on a des accidents domestiques qui peuvent représenter 39% des traumas crâniens chez l'enfant. Également des accidents de la voie publique, soit par des chocs entre piétons et véhicules, ou soit par des chocs avec une voiture, une moto ou un vélo qui représentait environ 8% des traumas crâniens chez les enfants de 0 à 2 ans. Pour l'étude clinique, nous aurons à prendre un type de description euh, qui est le traumatisme crânio-encéphalique chez le nourrisson de 0 à 6 mois. Et comme circonstance de découverte, nous prendrons le shaken baby syndrome, qui fait partie de ce qu'on appelle les traumatismes crâniens non accidentels, qui nécessitent très souvent à reconnaître des signes de maltraitance et de déclaration auprès des autorités afin d'avoir un mieux suivi dans le contexte psychosocial de l'enfant. Alors, le shaken baby syndrome associe un hématome sous-dural à une hémorragie rétinienne. Mais comment est-ce qu'il apparaît? C'est un enfant qui va être pris habituellement par le thorax en dessous des aisselles et par un mouvement d'accélération et de décélération. La boîte crânienne de l'enfant étant, le contenu étant encore en perpétuelle croissance. Alors,
Le contenu étant en perpétuelle croissance, ainsi que le contenant, le cerveau aura tendance à baigner à l'intérieur du liquide cérébrospinal parce que le cerveau va avoir une croissance qui grandira au fur et à mesure afin de pouvoir combler les espaces. Donc, le mouvement que l'enfant va avoir de flexion et d'extension, d'accélération et de décélération sera à l'origine de contusions. C'est comme si le lobe frontal venait frapper à l'avant l'os frontal et le lobe occipital à l'arrière, l'os occipital, la tente du cervelet, et ainsi de suite, et avoir des lésions telles que des hématomes sous-duraux qui peuvent être panhémisphériques. On peut également avoir des hématomes en regard de la tente du cervelet. On peut avoir des contusions œdémato-hémorragiques qui peuvent être diffuses. Les signes, les circonstances de découverte les plus fréquemment retrouvées sont des crises convulsives qui ont une valeur sémiologique importante dans l'examen du nourrisson, l'apathie, le fait que l'enfant peut avoir des troubles de l'humeur, pleurer des pleurs incessantes. Il faut aussi vérifier les colorations de l'enfant parce qu'on peut avoir une anémie clinique qui peut être confirmée à la biologie, tout simplement parce que lors de ce traumatisme-là, il peut y avoir de la formation de saignements, des saignements qui peuvent être importants. Et à cause de la faible quantité, la faible masse sanguine de l'enfant, il peut présenter une anémie secondaire à cela. Des vomissements, la somnolence qui peuvent rentrer également dans un syndrome d'hypertension intracrânienne du nourrisson. Au scanner, qu'est-ce que nous retrouverons? Nous pouvons retrouver, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous pouvons retrouver ici des hémorragies en regard de la tente du cervelet. On peut avoir des plages d'hématomes sous-duraux qui vont entraîner une compression des ventricules ipsilatéraux. On peut avoir également des engagements cérébraux qui peuvent être sous-factoriels ou des engagements des amygdales cérébelleuses. Et également, on peut avoir des hémorragies au niveau de la faux et également au niveau des sillons. À l'IRM, on retrouvera des plages d'hématomes sous-duraux qu'on peut voir en F. En E, nous avons également des hémorragies en regard de la tente du cervelet. Et toutes ces particularités-là permettront de pouvoir apprécier la conduite à tenir devant cette pathologie. Également, il faut faire un fond d'œil. Comme on l'a dit, c'est un hématome sous-dural qui est associé à une hémorragie rétinienne. Donc, le fond d'œil, quant à lui, en général, il est suffisant pour pouvoir confirmer le diagnostic parce que au fond d'œil, on va retrouver une hémorragie rétinienne qui va être avec des saignements qui peuvent être d'âge différents. Et la particularité, c'est qu'elles sont le plus souvent bilatérales. Voilà. Tandis que dans les traumatismes isolés tels que les accidents de la route, des chutes d'un lieu élevé, on peut avoir au fond d'œil des hémorragies rétiniennes qui peuvent être unilatérales. Mais dans le syndrome du chicken baby, c'est une hémorragie rétinienne qui est bilatérale associée à l'hématome sous-dural. Également, l'électroencéphalogramme va nous permettre de pouvoir avoir une asymétrie des ondes. On aura une onde des foyers beaucoup plus importante du côté de l'hématome sous-dural par rapport au côté contralatéral qui est sain. Et cela représente en général un élément important pour être guidé dans le diagnostic à l'EEG. Et il peut aussi représenter environ 1%. Des cas d'EEG peuvent être inactifs, peuvent avoir un tracé plat, voilà, lorsqu'on les réalise. Également, le volet sanguin est important. Donc, il faut faire un hémogramme qui peut être normal dans les premières heures, mais il ne faut pas hésiter à refaire encore une numération de formule sanguine à la recherche d'une anémie. Certaines pathologies telles que l'acidurie glutarique de type 1, qui est une maladie héréditaire qui est transmise sur le mode autosomique, voilà, au cours de laquelle il y a une carence en glutamate acidurique qui, malheureusement, est souvent à l'origine de syndromes, souvent polymalformatifs, mais qui peut être à l'origine des anémies chroniques. Le diagnostic différentiel de cette pathologie-là, du syndrome du bébé secoué, va être fait avec les hydrocéphalies dites externes, qui sont tout simplement des accumulations de LCS dans la région sous-durale. Donc, on fera un diagnostic différentiel avec cela, afin de pouvoir choisir et opter pour une prise en charge. Plusieurs sociétés savantes ont tenté de donner une classification, une manière de voir, des recommandations
pour les traumas crâniens légers et chez les traumas crâniens graves chez l'enfant. Ainsi, ils diront que les traumas crâniens légers chez l'enfant, c'est un enfant qui viendra avec un score de Glasgow relativement inférieur ou égal à 14 sur 15, avec soit des signes cliniques d'embarras. On appréciera le risque de lésion intracrânienne et si le risque il est haut, alors la réalisation du scanner est fortement recommandée. Donc, cette classification intervient beaucoup plus dans les pays relativement développés pour savoir chez qui faut-il faire le scanner parmi les enfants, vu que le scanner, les rayons sont irradiants, et chez qui il n'est pas nécessaire de faire un scanner. Donc, par la suite, si vous avez un enfant qui a un hématome du scalp, par exemple, qui est non frontal, tel qu'un céphalématome qui est peut-être minime, ou une bosse sérosanglante, une perte de connaissance dans l'histoire qui est supérieure ou égale à 5 secondes, avec un mécanisme lésionnel probablement sévère, un comportement anormal selon les parents. Donc, le risque est alors apprécié comme étant un risque intermédiaire. Donc, en ce moment, c'est borderline. On peut décider de faire le scanner ou de surveiller, et ainsi de suite. Mais dans les cas où le risque est dit faible, on a juste eu des notions de chute, l'enfant est tombé, mais l'enfant est bien, il n'a pas de régression sur ses acquisitions psychomotrices, il n'a pas d'hématome, il n'y a pas de fracture en regard du site du traumatisme. On peut décider de surveiller parce que le risque de lésion intracrânienne est relativement bas. Voilà, donc ça c'est un peu le score de Glasgow qui est apprécié en fonction de l'âge chez les plus de 5 ans, les 2 à 5 ans et les 0 à 2 ans. Certaines formes cliniques sont à ressortir, notamment le céphalématome, qu'on peut voir ici. Alors, c'est une accumulation de sang qu'on va avoir entre la galéa et l'os. Les bosses sanguines qui peut être situées entre l'espace, entre la peau et la ponévrose ou l'espace sous-cutané. Également les embarrus qu'on peut voir ici avec la flèche en vert, où on a une impactation de l'os à l'intérieur. Il y a des embarrus dites en balle de ping-pong qu'on peut voir ici. Voilà, voici le scanner et voici un peu de manière schématique à quoi ça peut ressembler. Aussi, les traumatismes par forceps lors de l'accouchement, les céphalématomes sont beaucoup plus retrouvés dans ces traumatismes obstétricaux-là. Voilà, et également aussi des bosses sérosanguines et avec aussi souvent des fractures en barrure qui peuvent être minimes néanmoins, mais elles pourront être symptomatiques et importantes de les considérer s'il y a des crises convulsives qui sont associées. Voilà, donc voici un peu le céphalématome à l'IRM, et puis voilà, de manière schématique, là où se forme le céphalématome et là où se forment les bosses sérosanguines. Alors, dans l'évolution, comme on l'a dit, ce n'est que 16% des enfants qui recevront probablement une prise en charge chirurgicale. Et la prise en charge chirurgicale, l'évolution peut être favorable avec une régression de toute la symptomatologie. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut que nous apprenions à faire les bilans neurocognitifs, les bilans neuropsychologiques avec l'aide des neuropsychologues qui viennent intervenir dans la prise en charge afin de pouvoir apprécier le bilan des lésions après 2 ans pour voir, parce qu'il faut souvent ne pas vite consolider les patients en disant que voilà, on n'a pas de lésion apparente, donc il va bien. Donc, sur un délai de 24 mois, il faut être assez patient afin de les réévaluer pour voir s'il n'y a pas de troubles cognitifs qui surviennent plus tard. Et également, on a remarqué dans les recherches de travail qui a été réalisé par notre maître, le professeur Sanoussi, sur les troubles hypophysaires qui survenaient à distance d'un traumatisme crânien, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, chez l'adulte et chez l'enfant. Voilà. Donc, concernant les évaluations des bilans neuropsychologiques, l'échelle neurocomportementale révisée, qui est une échelle qui a permis de pouvoir mettre en évidence les troubles cognitifs de ces patients traumatisés crâniens-là chez les enfants, euh, à 2 ans, à 6 mois, à 1 an et à 2 ans de leur traumatisme, et d'autres même vraiment à distance, à 5 ans, 6 ans, 10 ans du traumatisme, pour voir que certains enfants atteints de trauma crânien avaient des retards de compréhension, avaient des difficultés, des dyslexies, des difficultés à pouvoir s'intégrer dans la société. Et donc, tout cela faisait partie des troubles et des dommages neurocognitifs liés à leur trauma crânien. Et il n'y a pas que cette échelle, il y a eu plusieurs échelles.
Pour apprécier la mémoire, c'est le même mini-mental test qu'on utilise en neurologie. Il y a également les tests de Wisconsin, tout ça qui permettraient de pouvoir évaluer le devenir neuropsychologique des patients après un trauma crânio-encéphalique. Voilà également les traumatismes crâniens et les dysfonctionnements antéhypophysaires concernant l'article du professeur Sanoussi. Et parlons du traitement. Alors, le traitement, on le voit tout le temps, on en parle tous les jours, c'est le traitement de la cause. Si on a un hématome sous-dural qui est chirurgical chez un enfant, on peut être tenté d'aller lui faire une trépanoponction pour évacuer. Si on explique que le sous-dural n'est pas très compressif, on peut surveiller avec des faibles doses de corticothérapie. Euh, Ce qui est important de retenir dans ce volet-là, c'est le volet anesthésique, dans la prise en charge souvent en réanimation. Alors, il est important de comprendre qu'il y a une courbe, cette même courbe d'autorégulation du débit sanguin cérébral, dont la pression, qui est fonction de la pression de perfusion cérébrale, la PPC, qui varie entre 50 et 150. Mais sauf qu'il faut savoir que chez l'enfant, cette pression de perfusion cérébrale-là a une très, très courte phase de compensation. Là où chez l'adulte, on peut attendre dans le temps pour pouvoir avoir une compensation de la pression de perfusion cérébrale, chez l'enfant, le temps est très restreint. Donc, comme on peut le voir ici sur cette courbe de la figure 2, cette courbe de compliance-là, chez l'enfant, ne tarde pas. Donc, si la pression de perfusion cérébrale reste basse, en dessous des 50 millilitres chez un enfant pendant plus d'une heure à deux, voire 3 heures de temps, les séquelles neurologiques vont être plus importantes que chez un adulte. Voilà. Et en ce qui concerne la prise en charge chirurgicale, comme on l'a dit, c'est le traitement de la cause. Si on a un hématome sous-dural qu'on veut aller vider, on y va avec une trépanoponction, on peut l'évacuer. Si nous avons une fracture en barrure, on peut y aller par une manœuvre de démonte-pneu pour vider d'abord l'hématome extradural en regard des barrures et puis faire une manœuvre de démonte-pneu pour pouvoir soulever l'os. Voilà, on peut le faire soit avec un trou de trépan ou avec une tréfine, après reposer l'os, le fixer avec du canot fixe, si on a des plaques à fixer, ou bien lui mettre juste, voilà, reposer les morceaux de l'os avec du Vicryl ou quelque chose pour pouvoir le fixer, ou soit reprogrammer l'enfant après pour une cranioplastie, ou soit dans le même temps si on a du ciment. Cela est vraiment à appréciation de chirurgien dépendant. Alors, en conclusion, il faut dire que ce sont des entités qui sont très fréquentes. La prise en charge médicale et chirurgicale est extrêmement importante et il faut vraiment rechercher toutes les lésions associées. Parce que comme nous l'avons vu dans les présentations précédentes, le site du traumatisme est le maître symptôme de la symptomatologie qu'on a. Donc, quand on a un traumatisme qui est en regard d'un sinus, par exemple, et qu'on y va et que le sinus est comprimé, il faut déjà se préparer à pouvoir gérer la thrombose à venir. Quand on a un traumatisme qui entraîne des contusions et des hématohémorragiques, il faut d'abord se mettre en place déjà des mesures de réanimation et par la suite discuter la réalisation d'une craniotomie décompressive. Mais chez les enfants, la particularité, c'est que pour la plupart du temps, c'était des hématomes sous-duraux, des syndromes du bébé secoué chez l'enfant de 0 à 6 mois, très souvent. Au-delà de 2 ans, c'est la prise en charge presque identique à celle de l'adulte en termes de gestes neurochirurgicaux. Voilà. Et donc, voici ce que je voulais vous dire. Ce soir, je terminerai en vous souhaitant encore une année de succès, de bonheur et surtout de confiance en soi. Il y a beaucoup de challenges à faire en neurochirurgie et je pense que la SAFNA a déposé les bases pour pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir s'améliorer. Voilà, et je pense que ce sont des initiatives à encourager. Nous, tant que nous pouvons nous joindre à vous pour participer à l'enrichissement scientifique de cette plateforme, nous serons toujours disponibles. Merci.